Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Marina Tomei est comédienne. Comédienne depuis toujours, comme elle aime à le raconter. Comédienne pour raconter des histoires. Ça tombe bien car sa dernière histoire, elle va nous la raconter aujourd'hui au micro de Podcasters Media. C'est celle d'une comédienne de 50 ans qui découvre un jour qu'elle est une rescapée. Une rescapée de cette vague silencieuse qui tente à faire disparaître les comédiennes de plus de 50 ans. Alors, ni une ni deux, elle s'érige avec quelques autres camarades au sommet d'un tunnel, celui de la comédienne de plus de 50 ans. Une histoire de femme, de société, singulière et malheureusement banale. On l'écoute. Marina, quelle comédienne êtes-vous ? Ça, c'est une question tellement vaste. Quelle comédienne je suis ? Moi, je suis pas seulement comédienne, je suis avant tout une artiste. Donc c'est parce que je joue, j'écris, je mets en scène du théâtre, des concerts. Des fois, je joue ce que j'écris, des fois, j'écris ce que je joue. Donc je suis pas seulement comédienne. Et à cause de tout ça, je suis une comédienne, je cherche surtout les histoires. Qu'est-ce qu'on raconte ? C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que je raconte ? En quoi ça va... J'ai toujours eu cette obsession. En quoi ça va nous aider à tenir debout ? J'ai eu cette obsession depuis le départ, très vite. Et aujourd'hui, avec toutes ces années de pratique, je considère que c'est tellement parfois difficile, c'est beaucoup d'énergie, monter un spectacle, monter un film, c'est tellement de temps, c'est tellement de personnes, c'est tellement d'énergie, c'est tellement de batailles, que si c'est pas pour raconter quelque chose qui nous aide à vivre, je vois pas bien à quoi ça sert. Donc je regarde toujours ça, quand on me propose un rôle, c'est qu'est-ce que ça raconte ? Depuis toujours ? Ouais. Ce souci ? Depuis toujours, j'ai eu ce souci-là, ouais. Vous avez décidé d'être comédienne à quel âge ? Je vais y répondre aussi depuis toujours, en fait. Ouais, même, on va dire, il y a toujours des histoires mythologiques dans une famille. Et dans ma famille, l'histoire, c'est que j'allais naître dans un théâtre. Parce que ma mère a eu ses premières contractions. C'était à Buenos Aires, parce que je suis argentine. Et donc, elle est allée voir le docteur, qui était au centre de Buenos Aires, et qui lui a dit, bon, c'est pas pour tout de suite, mais restez pas trop loin. Et donc, comme eux, ils habitaient loin, elle a appelé sa sœur, qui était en répétition dans un théâtre, et elle a été voir sa sœur pour récupérer les clés de l'appartement de sa sœur pour attendre, mais là, dans le théâtre. Vous n'êtes pas née dans le théâtre, Presque. Quand même, presque. C'est-à-dire les premières contractions, voilà, la perte des os, voilà, peut-être. Il a tout eu et il a fallu, voilà. Donc, non, mais moi, j'ai cette sensation d'avoir toujours voulu faire ça, toujours. Jamais je n'ai eu, même si j'ai pas eu toujours une carrière formidable, même si j'ai eu des moments de trou, même si jamais, comme d'autres amis qui ont décidé de changer, de faire autre chose. Moi, jamais. Jamais. C'est-à-dire que tant pis, s'il le faut, ça m'est arrivé de faire des marionnettes dans le métro. Mais voilà, ce besoin de... J'ai fait des marionnettes dans le métro pour me payer mes cours de théâtre. Un petit boulot de jeunesse. C'était bien. Non, comme je dis ça, je précise dans quel cadre je l'ai fait. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça. Puis après, plus tard, il y a eu d'autres événements. Il y a eu... Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier ? C'est une grande question quand même. J'ai l'impression que j'y réponds de manière différente au fur et à mesure que les années passent. Ça, c'est clair.
Je ne donnerais pas la même réponse aujourd'hui, celle que je donnais à 20 ans. Mais quand même toujours avec ce fil rouge que vous avez donné, c'est-à-dire celui d'avoir du sens par rapport à l'histoire. Ouais, de mettre du sens. J'ai vraiment ce besoin de... Enfin, pour moi, ma fréquentation de l'art, même en tant que spectatrice aussi, hein, je vais à l'art pour aller mieux. J'ai besoin de l'art qui m'éclaire sur le chaos de notre existence. Même si c'est des grands mots, c'est vraiment dans cette utopie-là que j'ai cette relation avec mon métier. Lorsque vous rencontrez des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, quels sont les éléments de votre carrière que vous leur donnez pour indiquer le chemin que vous avez fait? Parce que moi, j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de théâtre, vous avez fait pas mal de télé également. Oui, alors au début, surtout, j'ai fait beaucoup de théâtre au début. D'ailleurs, j'ai commencé, comme on dit, j'ai commencé sur le tas. Hein. J'ai commencé par faire des spectacles. J'étais toute jeune, j'avais 18 ans, je sortais du lycée. D'ailleurs, au lycée, j'étais tout à fait ascolaire. Et si je tenais le coup jusqu'au bac, c'est vraiment grâce à une bande de professeurs qui faisaient des classes décloisonnées, qui nous faisaient faire des relaxations avant les interrogations de maths, qui nous faisaient... Et il y avait surtout le club d'art dramatique. Et moi, j'ai fait toute ma scolarité grâce à ce club d'art dramatique. C'est grâce à ça que j'ai tenu bon. Donc après, j'ai enchaîné, j'ai fait des spectacles. Et en fait, je voyais que les comédiens plus âgés, ils discutaient avec le metteur en scène. Parce que moi, j'étais jeune, alors le metteur en scène me disait « vas-y, fais ça ». Je faisais, j'avais pas... Et je voyais que les comédiens discutaient, parlaient du personnage, disaient « mais tu crois pas que, mais attends ». Et ça me fascinait, je les écoutais, je me disais « waouh, comment... Et donc, il y avait Claude Évrard, avec qui j'avais travaillé, qui m'avait dit il faut que tu ailles en cours pour apprendre ça. Donc, en fait, ça faisait 3 ans que je travaillais et j'ai décidé d'arrêter et de prendre des cours. Donc, moi, j'ai fait aussi ce métier pour un rêve de troupe au départ. Vous aviez besoin d'une communauté, de vous retrouver dans un projet collectif. Mon rêve, c'était la troupe, quoi. C'était vraiment les troupes itinérantes. Enfin, le grand rêve, c'était ça. Un peu à la Molière. Complètement à la Molière. Complètement. C'est bien, vous le dites. Oui, complètement. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Et à ce moment-là, ça a été assez compliqué, d'ailleurs, parce que j'allais voir des professeurs, des cours de théâtre privés, hein, et la plupart me disaient, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne? Vous êtes comédienne, continuez. Et moi, je disais, non, il y a un truc qui manque. Et j'ai frappé une dizaine de portes, et à chaque fois, on me disait... Et puis, il y a eu 2 professeurs qui venaient, 2 comédiens, Alain Janet et Paulette Frantz, qui venaient d'ouvrir leur cours. J'ai fait l'audition devant eux. Et ils m'ont dit, super, tu peux jouer, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux tenir sur la durée, si tu veux approfondir la connaissance de toi, la connaissance de ton instrument, tu peux faire une petite pause chez nous, on te prend. Parce que les autres me refusaient carrément. Alors j'ai dit ah oui. Et j'ai beaucoup appris avec eux. D'ailleurs, Alain Janet, qui nous a quittés depuis, mais Alain me faisait travailler de dos. Ça a commencé comme ça. Toutes les scènes que je passais, je veux pas te voir. De dos, retourne-toi. Ça a été très formateur. Oui, c'était ce qu'il me fallait, parce que moi, j'étais tellement habituée à la scène. Puis c'est curieux, quand on a l'habitude de jouer des spectacles et qu'on va dans un cours, vous passez une scène qui dure 5 minutes. Alors que moi, j'étais habituée à tenir les planches pendant 1h30. Donc, en 5 minutes, je voulais tout donner. Et puis, voilà, de toute façon, j'ai une nature un peu forte qu'il a fallu canaliser. C'était sa manière de m'aider à canaliser tout ça. C'est ce que vous dites. Vous dites qu'on vous appelait tête de l'art, votre prof en première. En tout cas, c'était sorti. Hein, et vous vous décriviez comme une anarchiste versus situationniste, ce qui vous semblait encore plus sexy. Oui, ça c'était l'adolescence. Oui, nous décrétions des grèves sauvages au lycée Rodin. Tout d'un coup, c'était grève sauvage. Alors on défilait, ouais. J'étais un peu une rebelle, oui. Mais il faut dire, je suis née dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier. Donc c'est vrai que la rebellitude, voilà, ça m'a passé. Bon, on m'a pas raconté Blanche-Neige. Les contes de Perrault. Quand j'étais petite, pour m'endormir, on me lisait le journal du Tché, donc c'est très formateur quand même. Comment était votre maman? Parce que je crois qu'elle bon, comme toutes les mamans, elle a tenu une certaine place dans votre vie, mais il y a quand même sans doute eu quelques petites directions qui ont été indiquées par elle, on peut dire ça?
Oh ben, bien sûr qu'on peut dire ça. Mon père aussi, mais ma mère était une grande féministe. J'ai été élevée avec mes sœurs dans la conscience de notre place, de notre place d'être humain et pas seulement de femme, et qu'il fallait se réaliser, ce qu'elle nous a répété, mais tout le temps, qu'il fallait se réaliser et trouver notre chemin, notre voie professionnelle, avant de trouver un mari. Il n'était pas question de se caser, il n'était pas question... construire sa vie, c'était pas devenir mère et bâtir un foyer. Ça a été une grande direction, et c'est vrai que moi, je me suis mariée, j'avais 40 ans, j'ai eu ma fille, j'avais 40 ans. Et ça, c'est vraiment le discours de ma mère qui m'a fait avancer comme ça. Oui, il s'agissait de se réaliser avant. Mais c'était quoi sa vie à elle? C'était celle d'une mère au foyer? Pas du tout. Non, elle a travaillé toute sa vie. C'était une grande informaticienne. C'était même la première programmatrice sur ordinateur, des énormes ordinateurs, que ça mettait des heures à faire les programmes. Elle inventait des programmes pour les enquêtes des chercheurs en psychologie au CNRS. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé toute sa vie. Alors, ce qu'on entend, Marina, dans vos propos, c'est une vie plutôt choisie, plutôt remplie, plutôt active et sans doute variée. Vous avez parlé du théâtre, beaucoup. Je sais que vous avez également travaillé pour la télé, pour le cinéma. Oui, alors je vous disais ça donc au début j'ai fait beaucoup de théâtre. Après je me suis arrêtée pour prendre des cours. Après j'ai pris goût justement aux cours, à la formation, et j'ai passé les concours et je suis entrée à la Rue Blanche. Donc j'ai fait encore 2 ans aussi à l'école de la Rue Blanche. Ça s'appelait comme ça, maintenant ça s'appelle l'ENSAT, c'est à Lyon. Mais à l'époque c'était Rue Blanche à Paris, donc ça s'appelait la Rue Blanche, on disait. Et après, j'ai fait au sortir de la Rue Blanche. Alors là, par contre, tous mes camarades étaient employés et moi pas. Tout le monde avait dit, on passait des scènes à la sortie, donc tout le monde avait dit, oh là là, quelle personnalité, mais aucun contrat en perspective. Et donc là, j'étais avec François Morel à la Rue Blanche, et on a ensemble monté un spectacle. On a fait un duo comique ensemble. Et puis ensuite, j'ai fait un one-woman show, comme on disait à l'époque, puisque je savais faire rire. Et j'ai pris une chaise, 3 projos, et puis voilà, j'ai parlé. Et puis ensuite, comment se sont déroulées alors ces quelques décennies, 2, 3, allez, qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui? Oui, beaucoup plus, vous pouvez le dire. J'ai aucun problème avec l'âge. Je crois que l'âge est pour moi aussi synonyme de vécu, d'expérience, de beauté. Donc je ne le cache pas du tout. Ça fait partie de mes combats d'ailleurs. Ces dernières années, on me connaît un peu aussi pour ça. Mais je regrette pas du tout l'âge que j'ai. Je me sens tellement mieux aujourd'hui qu'avant qu'il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors, ces années, j'y reviens, elles ont été bien remplies. Et puis, à un moment donné, il y a eu un événement dans votre vie. Vous avez passé une visite médicale. C'était ça. Oui, et alors, là, il s'est passé quelque chose. Vous nous racontez? Oui, tout à fait. Donc, juste pour finir, parce que c'est vrai que je me perds des fois, pardon, je fais des digressions. Mais donc, il y a eu le théâtre, et puis à un moment, il y a eu le cinéma. Et puis, je suis devenue maman, et j'ai trouvé que le cinéma correspondait mieux aussi à mon rythme de vie, parce que j'avais pas envie... je suis une maman très mama, très latine, donc j'avais envie de profiter de ma fille et de vivre cette aventure-là pleinement. Donc j'ai arrêté de faire du théâtre et j'ai préféré à ce moment-là tourner à la télévision et au cinéma. Et puis, donc pour répondre à votre question, et puis la cinquantaine approchant, il y avait un peu moins de rôle. Et un jour, je fais une visite, je passe la visite médicale, une visite qu'on doit toujours passer dans le métier régulièrement. Et la docteure qui me reçoit me dit alors est-ce que ça va, est-ce que vous travaillez, comment ça se passe? Alors je dis écoutez, non, c'est vrai qu'en ce moment un peu moins qu'avant, je sais pas qu'est-ce qui se passe, peut-être parce qu'on se remet toujours en cause, faut savoir ça. En général, toute femme qui subit une discrimination sexiste, parce que c'est de ça dont il s'agit, les moins de rôles, moins de représentation à partir d'un certain âge, c'est une discrimination sexiste. Et à chaque fois qu'on subit ça, quand on est une femme, on pense que c'est de sa faute.
On pense d'abord que c'est de sa faute. Et moi, je pensais à l'époque, tiens, je vieillis mal, j'ai raté le coche, j'ai pas cultivé mes réseaux. J'ai pas fait les bonnes rencontres. J'ai pas su cultiver les bonnes rencontres. Peut-être je suis devenue ringarde, je sais plus jouer, la manière de jouer change. Enfin, c'était moi la responsable. Hein. Et donc, quand j'ai rencontré cette docteure, c'était très important. Parce qu'elle me dit, vous savez, vous n'êtes pas la seule. Et c'est à tel point qu'on a constaté que les intermittentes, parce qu'à l'époque, elle me parlait pas seulement des comédiennes, hein, mais des intermittentes, vers la cinquantaine, elles envoyaient de moins en moins. Et des comédiennes, alors presque plus du tout. À tel point qu'elles se sont quand même posé des questions et qu'elles ont décidé de mener une enquête en relation avec des sociologues de l'université. Donc c'est une grosse enquête qui a été faite à ce moment-là. Et qui ont constaté qu'effectivement, vers la cinquantaine, il n'y a plus de rôle pour les comédiennes. Donc elles disparaissent. Elles disparaissent. Et elle me dit ça, je dis, ah bon, alors c'est pas que moi. Tout d'un coup, il y a un champ qui s'ouvre. Tout d'un coup, c'est pas moi la coupable, c'est pas moi la fautive, c'est pas... Et donc, je me rends compte que c'est un phénomène de société. Et elle me dit, mais si, regardez, voilà les chiffres. Et elle me sort, dans son armoire, il y avait des flyers, et elle me sort tout ça. Je regarde, je dis, mais c'est passionnant, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans les couloirs? Pendant que j'étais là, j'attendais, enfin, j'aurais aimé voir ça, hein, pouvoir me documenter. Et elle me dit, non, le directeur ne veut pas. Elle me sort une grande affiche. Je dis, mais pourquoi vous ne la placardez pas sur le mur? Le directeur ne veut pas. Donc, une étude avait été menée. Et il ne fallait pas en parler. Parce qu'on en était là. Non seulement les femmes de plus de 50 ans disparaissent des fictions, mais en plus, il faut se taire. Il faut disparaître et ne rien dire. Pourquoi elle vous en a parlé à vous? Selon vous? Ça, alors, je ne me suis jamais posé cette question. Elle a dû sentir qu'elle avait face à elle la bonne cliente, peut-être, non? Elle a peut-être senti qu'elle avait la bonne cliente, oui. Peut-être qu'elle a senti que je pourrais en faire quelque chose. Parce que moi, évidemment, j'ai immédiatement dit, mais vous allez me donner ça. Moi, je vais sortir ces documents d'ici. C'est pas supportable. Donc, elle a bien senti en vous la porteuse de bataille, si je puis dire, pour renouer avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et l'énergie, bien sûr. Quand j'avais fait la première radio que j'avais fait à France Culture, c'était le premier retour que j'avais eu sur ma voix. Jeanne Rollin-Weiss, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une grande réalisatrice de France Culture de fiction. Et elle m'avait dit, vous avez une énergie populaire dans la voix. J'ai mis longtemps à comprendre. On met du temps à savoir, vous m'avez dit quelle comédienne vous êtes. On met tellement de temps. Enfin, moi, en tout cas. Je mets tellement de temps à saisir tout ça. Et donc voilà, donc je lui ai dit à cette docteure, je lui ai dit, mais vous allez me donner les papiers, je vais sortir avec ça, je vais en faire quelque chose. Et elle m'a même dit cette chose incroyable, elle m'a dit, oui, mais cachez-les sous le manteau qu'on ne vous voit pas. Rendez compte? C'est quand même insensé. Donc vous êtes partie avec votre... Et je suis partie comme dans un film de Marx Brothers, avec sous mon manteau l'affiche, les flyers. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? J'avais envie d'ouvrir quand même. Comment ça s'est transformé? Alors, je me suis demandé, une fois dehors, qu'est-ce que je vais en faire? Au début, je me suis dit, je vais écrire lettre ouverte au scénariste. J'étais dans l'erreur, d'ailleurs, parce que la faute n'est pas des scénaristes, en tout cas pas seulement, si faute il y a. Après, je me suis dit... non, il ne faut pas que je fasse ça toute seule. Voilà. Toute seule, je vais juste... crier, hurler dans le désert. Enfin, ça n'a aucun sens. Puisque ce problème est collectif, il faut mener ça au sein d'un collectif. Donc, j'ai été voir les gens de HF. Mais... HF, vous pouvez préciser? Oui, c'est le mouvement HF qui milite, qui travaille pour l'égalité homme-femme dans le secteur de la culture. Mais à l'époque, en tout cas, elles étaient très occupées par... elles menaient des études là-dessus, formidables d'ailleurs, sur la place des femmes, mais au poste de pouvoir, je dirais, en tant que directrice de CDN, en tant que... Voilà, elles ont fait un énorme travail, elles ont nommé les choses, parce que c'est toujours la même histoire. Pour nommer les choses, il faut des chiffres. Voilà.
Il y avait une dame, une grande entrepreneuse qui avait dit pour compter, il faut se compter. Et elle a raison. Il faut des chiffres, et non seulement il faut des chiffres, mais aussi il faut des objectifs par rapport aux chiffres. Sinon, on n'avance pas. Les chartes, etc., c'est formidable. Il faut le faire parce qu'il faut nommer les choses. Il faut briser l'omerta. Il faut ne serait-ce que réfléchir, élaborer une pensée sur la chose. Mais sans chiffres et sans objectifs chiffrés, bon, il n'y a pas vraiment d'avancée dans ce type de combat. C'est quelque chose que vous tenez de cette petite traversée du temps, là, les 3 dernières années. Oui, ça vous avez appris. J'ai appris ça, oui. Et donc le mouvement HF, donc les comédiennes, ça les intéressait pas trop à ce moment-là. Depuis, elles ont intégré aussi des données sur les comédiennes. Mais à ce moment-là, non. Et donc je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire? J'en parlais autour de moi. Je me disais, et puis des acteurs et des actrices ont créé une association qui est la AAFA, Association des acteurs, actrices de France associés. Actrices, acteurs de France associés. Et je me suis dit, voilà, je vais aller les rencontrer, je vais adhérer de toute façon, parce que c'est un métier que l'on fait beaucoup seul, qui est très individualiste. C'est pas comme quand on est dans une entreprise où, enfin, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Tout le monde change beaucoup plus. Mais en tout cas, nous, on renouvelle de contrat en contrat. On a multiples employeurs, donc c'est des parcours très solitaires d'une certaine façon, sur le plan social. Voilà. Hein. Donc, et ils n'existaient pas. Ils ont lancé la première association au niveau national. Alors, il existait des associations de comédiens-comédiennes en province, à Marseille, il y en a une, dans le Nord, il y en a une autre, mais une association nationale, ça n'existait pas. Alors, comment vous ont-ils accueillis ? On veut très bien, parce que toute personne qui vient, l'association existe grâce à ce que ceux qui y participent font. Hein, donc, ils étaient ravis. Et j'ai lancé très vite, j'ai dit, voilà, moi, je voudrais travailler sur cette question que j'ai nommée au départ « Tunnel de la comédienne de 50 ans ». J'ai nommé comme ça au départ parce que j'avais la sensation erronée. On n'avait pas vu les chiffres encore, donc je croyais qu'on disparaissait à la cinquantaine pour réapparaître en tant que grand-mère. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est pas le cas. Quand on regarde les chiffres, oui. Ça n'est pas le cas. On disparaît et puis on disparaît, point. On ne revient pas, en fait. Et d'où les trous dans la statistique du médecin. D'où les trous dans la statistique du médecin. C'est-à-dire, et donc là, on s'est mis, donc j'ai lancé ça, il y a plein de comédiens, comédiennes, il y a des hommes aussi. Hein. Le premier d'ailleurs à répondre présent quand j'ai dit on va lancer une commission, on va travailler là-dessus, ça a été un homme, le premier qui a répondu présent, qui est toujours là d'ailleurs, un comédien metteur en scène, Armand Éloi, qui m'a dit oui, je viens, je suis stupéfait de la disparition de mes partenaires. Parce que c'est ça, les hommes, ils avancent avec les copines d'école, avec les collègues, etc. Et puis un jour, on disparaît. Vous dites, je l'ai lu dans votre bio, qu'à 30 ans déjà, les comédiennes se sentent trop âgées. Mais bien sûr, à 30 ans, c'est déjà l'angoisse de l'âge. Mais c'est-à-dire que les femmes sont complètement dans l'angoisse permanente de l'âge, de leur apparence physique. Mais la question de disparaître à 50 ans, ça va au-delà du problème de la comédienne. Moi, c'est pour ça que je me bats. C'est une question très importante. C'est une question, l'axe, c'est les représentations. Parce que si c'était juste un combat corporatiste pour que les comédiennes travaillent passé 50 ans, bon, ça serait de toute façon bien pour les comédiennes, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça veut dire que dans les fictions, dans les films aujourd'hui, ce qu'on raconte au monde, c'est que la femme, elle n'existe pas après 50 ans. Il n'y a pas de femme après 50 ans qui soit représentée. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui en France, d'après les chiffres de l'INSEE qu'on a découvert, aujourd'hui en France, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Donc c'est une forme de déni. Mais c'est un déni total, c'est pas une forme de déni, c'est un déni total. Donc c'est un délit. C'est un délit, je suis d'accord. Un déni qui est un délit, absolument. Bien vu, je reprendrai la formule. Mais c'est très grave parce que les fictions donnent avoir des modèles. Il y a dans un double mouvement. Hein, les fictions, c'est à la fois le modèle et à la fois le miroir du monde. Donc au niveau du miroir, on n'est pas représenté, donc c'est très anxiogène. Et au niveau du modèle, qu'est-ce qu'on donne comme modèle à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on leur raconte ? Donc on raconte aux filles comme aux garçons. Hein, on raconte qu'une femme, arrivée à 50 ans, elle disparaît. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la ménopause, parce qu'il faut le nommer, à la ménopause, elle ne sert plus à rien, on la jette à la poubelle. Donc en 2019, on va être bientôt en 2020, quand le podcast passera, sera 2020. Donc en 2020, une femme, ça reste un ventre qui procrée.
C'est ça, c'est lié à la fertilité. Bien sûr, une femme, c'est un ventre qui procrée. On est encore complètement coincé dans une pensée tout à fait archaïque. C'est Françoise Héritier qui parle de ça, d'une pensée archaïque. Elle nomme ça les marmites. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les femmes se sont posé la question d'où viennent les enfants. Comment ça se fait qu'un enfant, garçon ou fille, peut sortir d'un être qui est femme, et depuis toujours. Et donc, quand la marmite est usée, on la jette et on en prend une plus jeune. On nous jette à la poubelle. Et donc c'est terrible parce que c'est quand même à 50 ans que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, c'est quand même à 50 ans que tous, hommes et femmes, nous arrivons à notre maturité, nous arrivons à notre puissance professionnelle, à notre puissance psychique, à notre expérience personnelle de vie. Et c'est au moment où nous sommes dans le mieux de nous-mêmes qu'on n'est pas représentés. On nous met un petit couvercle sur la tête pour reprendre et rejoindre l'image que vous avez utilisée de la casserole. Est-ce que les femmes ont une responsabilité, selon vous, dans cette conception de la femme de 50 ans ? Moi, je dirais que, parce qu'on nous pose toujours ces questions, est-ce que c'est de la faute aux femmes, est-ce que c'est de la faute aux hommes, ou dans le métier, est-ce que c'est de la faute aux scénaristes, est-ce que c'est de la faute aux producteurs, c'est la faute au réal ? Non, on est dans une pensée, le sociologue Éric Masset appelle ça le conformisme provisoire. C'est-à-dire, c'est un système de pensée. Et on est là-dedans et on reproduit les clichés sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on s'est mis à nommer les choses, à briser l'omerta, parce qu'au début on nous disait « Oh, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est la société de jeunisme, qu'est-ce que tu veux, ça a toujours été comme ça ?» Eh ben non, ça a toujours été comme ça et maintenant, on va faire en sorte que ça change, que ça évolue, on va briser l'omerta, on va en parler et c'est un danger de parler de ces choses-là dans le métier. Parce que, comme toute parole qui s'élève contre un ordre établi, ça dérange. Oui, mais en même temps, comme la femme de plus de 50 ans disparaît, comme vous l'avez dit, finalement, le danger devient un peu infime. Oui, le danger, il est que les petits quelques rôles qui restent, ils ne seront pas pour vous. Non, mais moi, là où j'en suis, je me pose tellement pas la question sous le problème du danger. Je le dis parce que certaines d'entre nous ont eu des problèmes. Certaines d'entre nous qui se battent dans la commission n'en parlent pas sur Facebook, n'en parlent pas publiquement, refusent les interviews. Et ça, je respecte. Chacune se démène comme elle peut avec la chose. Moi, encore une fois, j'ai été élevée au biberon du Tché, donc je fais ce que j'ai à faire, c'est tout, et peu importe. De toute façon, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fâchés avec moi, même des copains, je m'y attendais pas, qui prennent très mal ce combat. Mais aussi, je rencontre grâce à ça des personnes que je connaissais pas, des femmes comme des hommes tout à fait épatants. J'ai aussi des amitiés nouvelles et très fortes de solidarité, de combat, de sororité. Donc, c'est très bien. Mais en quoi ce combat peut déranger certaines personnes ? Mais parce que beaucoup me disent c'est déjà tellement dur de faire un film. Comment veux-tu que c'est tellement dur. Vas-y, fais ton film, laisse-nous faire nos trucs. C'est pas mon problème. Vas-y, raconte-les toi les histoires. Donc, et j'entends, c'est très difficile de monter un film. Mais par exemple, le cinéma d'auteur, j'ai appris ça récemment aux Assises de la culture menées par le collectif 50-50, un distributeur qui a dit très clairement, ils ont des chiffres là-dessus, qui va voir les films du cinéma d'auteur ? Les femmes de plus de 50 ans. Donc ça, il faut l'entendre. Il y a un moment, il faut entendre que ce sont les spectatrices, ce sont les femmes de plus de 50 ans. Donc c'est pas possible que le cinéma d'auteur continue. Donc c'est faux quand ils disent ah oui mais on veut des jeunes à l'écran, on veut des. Et qui remplit les salles de théâtre ? Beaucoup de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs de plus de 50 ans. Donc c'est effectivement un public qui compte. Donc je me disais à un moment on va lancer la grève. La grève des spectatrices de plus de 50 ans. Si on n'est pas représenté, on n'y va plus. Parce que c'est très anxiogène aussi de voir un miroir, puisque les fictions sont le miroir de notre monde. On vous présente un miroir où vous n'êtes pas. Je fais ça souvent parce que depuis qu'on mène ce combat, et la presse nous a beaucoup relayé, c'est formidable d'ailleurs, les médias nous ont beaucoup relayé parce qu'ils ont bien saisi que c'était un enjeu de société. Parce que qui n'est pas représenté n'existe pas. Il est là l'enjeu de société. On se bat pas pour les comédiennes, on se bat pour la représentation des femmes de plus de 50 ans parce que si elles ne sont pas représentées dans leur puissance, elles ne peuvent pas non plus dans les entreprises avoir accès aux postes importants. Il y a l'une d'entre nous, malheureusement, a été agressée récemment dans le métro. Elle est allée au commissariat. Et la femme qui l'a reçue
lui dit « Ah, vous êtes comédienne ? Ah ben, vous savez, c'est drôle, il y a une jeune comédienne qui est venue la semaine dernière faire un stage chez nous pour faire, justement, elle doit faire dans une série, elle doit faire commissaire, elle doit faire... » Elle dit « Mais c'est pas possible, elle a 30 ans. On n'accède pas à ce poste à 30 ans. Il faut avoir minimum 50 ans. » lui dit la policière qui la reçoit. Dit que c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte à la télé ? Donc les gens le savent bien. Depuis, on a des tas de spectateurs, de spectatrices qui nous écrivent « Mais il y en a marre des films de télé où les hommes en couple, ils ont 50, 60 ans, ils sont toujours avec une jeunette de 25 ans. Les scénarios, vous lisez « Une secrétaire expérimentée ». Elle a 30 ans, on est une secrétaire expérimentée. Donc c'est vraiment... mais c'est important, c'est de notre responsabilité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous reprenais quand vous disiez dans les 2-3 ans qui nous séparent. Non, c'est pas 2-3 ans. C'est 40 ans qui nous séparent du moment que je vous racontais, au moment où on parle. J'ai 60 ans aujourd'hui. Et ces 60 ans, c'est de l'expérience, c'est de la maturité. Je vous aurais vraiment pas parlé comme ça quand j'avais 20 ans. J'étais pas... Marina, votre combat, utilisons ce mot parce qu'il ne vous fait pas peur et puis puisque c'est la réalité. Oui, c'est un combat, on retrousse nos manches. Alors voilà, concrètement, comment vous vous y prenez ? Vous nous avez parlé des médias que vous avez alertés, et quoi d'autre ? Alors nous avons lancé une table ronde où nous avons invité tous les corps de métier de notre profession, parce que puisqu'il s'agit d'un conformisme provisoire, d'une pensée construite et non pas innée, d'une pensée construite. On peut donc en construire une autre, et pour cela, il faut réfléchir. Donc, nous avons invité tous les corps de métier, parce que pour changer cette pensée, oui, c'est ça que je voulais dire, pour changer ce conformisme provisoire, il faut que tous les corps de métier s'y mettent. C'est la seule solution. C'est pas la photoscénariste, la photoproducteur, c'est tous les corps de métier qui doivent s'y mettre. Donc, on a invité des sociologues, et on a découvert qu'il y a des sociologues qui travaillent sur le sujet. Des gens très, très passionnants, qui travaillent sur les représentations de la ménopause, qui travaillent sur le vieillissement des stars. Voilà, Et on a fait une grande table ronde au cinéma des cinéastes, où on a invité la profession et des castings et des réalisateurs, et on a débattu sur ce sujet. C'était tout à fait passionnant. C'est là où la presse était là et a commencé à relayer. Nous comptons aussi, et donc pour compter, il faut se compter. Donc on s'est dit très bien, on va compter, c'est-à-dire on a chacune pris une dizaine de films, et on a été voir dans chaque film, eh bien, sur tous les films français sortis en 2015, vous savez combien il y a de rôles d'actrices de plus de 50 ans ? Non, dites-nous. 8%. Et en 2016, c'est pire. On a refait en se disant, c'est peut-être une année mauvaise, refaisons, voyons voir. En 2016, sur tous les films français sortis en 2016, le nombre d'actrices de plus de 50 ans, c'est 6%. C'est peu, effectivement. Est-ce que cette collecte, surtout quand on rappelle qu'une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Donc nous, on a fait ça, on a fait des chiffres, on a brisé l'omerta grâce aux médias qui nous ont beaucoup relayés. On a fait cette table ronde. On a lancé un manifeste qui est toujours d'ailleurs signable en ligne sur change.org, qui s'appelle le manifeste AAFA Tunnel des 50, qui est signé par la profession mais aussi par le public. Il y a une ligne vraiment pour le public. Et on dit, mais on a fait des propositions. Comment changer ça ? Vous avez été reçu par Marlène Schiappa ? Nous avons été bien sûr reçus par Marlène Schiappa. Même avant Marlène Schiappa, nous avons surtout été reçus par Laurence Rossignol, qui à l'époque a lancé un concours pour les associations, toute une aventure sur sexisme, pas notre genre. Notre commission avait eu le prix du public de sexisme, pas notre genre. Nous faisons maintenant, il y a une association qui s'appelle Ensemble contre le sexisme, qui réunit des réseaux féminins d'entreprises, des associations, et nous en faisons partie, on se bat aussi là-dessus. On participe au collectif 50-50. Voilà, on fait plein de choses pour faire avancer la conscience, parce qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe pour ne pas reproduire les clichés dans les fictions. Parce que c'est très important que les fictions cessent de montrer juste des femmes désirables, baisables, enfantables, pour dire les choses comme elles sont. Si on sort de ça, alors les femmes, dans la société, vont pouvoir trouver une autre place. Est-ce que ce discours, je ne sais pas s'il faut dire féministe, je dirais nécessaire, est-ce qu'il est porté aussi par des femmes de 30 ans, comédiennes ou non ? Je pense à ça par rapport au mouvement féministe porté par les trentenaires.
Alors, je dirais que c'est un discours tout à fait féministe. Je n'en ai pas ni honte, ni je ne m'en cache. C'est tout à fait féministe. À partir du moment féministe, c'est quoi? C'est se battre pour l'égalité des droits hommes-femmes. Nous nous battons bien pour l'égalité des droits hommes-femmes. Donc, c'est un combat féministe, totalement. Ce que je voulais dire, c'est que c'était surtout, je dirais, un programme ou un projet ou une mission ou un combat sociétal. C'est-à-dire qui appartient à la société tout entière, hommes et femmes associés, pour ne pas dire confondus. Oui, absolument, parce que encore une fois, il y a des hommes dans notre commission. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pris vraiment, qui ont fait le relais dans les médias. Beaucoup d'hommes, pas que des femmes, parce que c'est un problème de société. Est-ce que Marina, vous avez le sentiment que ça fait bouger des choses dans la tête de ceux qui font avancer, évoluer le cinéma, le théâtre, la culture en général? Moi, je dirais que ça, c'est trop tôt pour le dire. Mais je crois quand même, il y a déjà une prise de conscience. Au niveau des castings, je sais qu'il y a plusieurs castings qui y pensent régulièrement, que quand elles voient Michel, homme de 50 ans bedonnant, elles se disent, tiens, ben on va faire une Michel Le. Hein, c'est-à-dire, nous, c'est ça les propositions qu'on a fait dans le manifeste, que s'il y a des rôles d'hommes de 50 ans, dans les scénarios, qu'on regarde si ça change pas l'histoire, si ça change pas le destin du personnage principal et qu'il rencontre une femme de plus de 50 ans, est-ce que c'est possible de changer? De même, quand il y a une femme de jeune, de 25-30 ans, si on lui donne un peu plus d'âge, est-ce que ça change l'histoire? Et donc, chacun œuvre petit à petit, mais bien sûr, ça met du temps. Moi, vous savez, parce que les représentations, puis là, je vous ai parlé des chiffres, mais il y a aussi la notion de qualité des rôles. Souvent, les femmes de plus de 50 ans sont représentées comme des mégères. Hein, moi, un des derniers rôles que j'ai eu à la télévision, j'en parle souvent dans les interviews parce que ça m'avait choqué. Lorsque je reçois le scénario, lorsqu'apparaît mon personnage dans le scénario, le texte dit « une cinquantenaire sans sexe et sans âge ». Et alors, comment réagissez-vous? C'est terrible, non? Une cinquantenaire sans sexe et sans âge. En plus, ça dit tout et son contraire. Donc c'est une cinquantenaire, donc c'est une femme et pas un homme. Donc déjà sans sexe, non, elle a un sexe, c'est une femme. Et sans âge, ben c'est faux, c'est 50. C'est-à-dire qu'elle est plus désirable. Elle n'est plus désirable. C'est ça que ça veut dire. Aux yeux de celui qui l'a écrit, qui a écrit ce scénario. C'est une cinquantenaire frustrée, cassée, pas baisable. C'est ça que ça veut dire. Et alors, vous avez réagi là-dessus, à ce moment-là, lorsque vous prenez connaissance de ce libellé, cette formulation dans le scénario? Ben, vous savez, moi, je suis comédienne, donc je me dis, il faut que je décroche le rôle quand même. Et c'est de l'intérieur ensuite que je combats. Donc j'ai bossé, j'ai eu le rôle, c'est moi qui l'ai fait. Et à l'intérieur de ça, je me suis amusée. Les jeunes femmes de 30 ans qui portent la cause féminine, ou féministe plutôt, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je les trouve... Est-ce que vous vous sentez, je dirais, en affinité par rapport à ce combat que nous venons de décrire? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a un lien? Dites-nous. Alors moi, je suis épatée. Je suis épatée, heureuse de les voir agir, de les voir combattre. Je suis... Bon, c'est pas du tout la même époque. Hein. Moi, 30 ans, j'étais féministe déjà, mais c'était dans les années 90. Donc, j'étais complètement dans le reflux de la vague des 70. Quand je me disais féministe, c'était vraiment pas bien vu. Et c'était associé aussitôt à hystérique. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas du tout à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un mouvement de révolution mondiale. Hein, j'emploie ce mot. J'espère que ce sera vraiment une révolution et pas seulement une révolte. J'espère qu'on va y arriver. Ça arrive très rarement dans un siècle, une fois par siècle, je crois. Il ne faut pas qu'on rate ce coche-là. C'est vraiment un moment très important. Et je vois que les trentenaires féministes, elles s'en saisissent. Elles ont beaucoup plus accès aux informations qu'on ne l'avait à l'époque, grâce à Internet, grâce au réseau. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, elles sont beaucoup plus éduquées qu'on ne l'était nous-mêmes. Elles ont accès à des livres, elles ont accès aux textes fondamentaux, elles ont du féminisme. Enfin, elles ont d'une culture, elles ont une pensée aiguisée, une puissance d'analyse, une puissance d'action, même si c'est difficile de faire des généralités comme ça, parce qu'elles sont nombreuses et c'est des personnes, et puis il y a des groupes différents qui pensent différemment les choses. Mais en gros, ce sont des battantes,
Elles font parfois même des actions extrêmes, et je pense qu'elles ont raison. Peut-être je serais féminine si j'avais 30 ans aujourd'hui. Je les trouve remarquables. Et puis aussi, elles dépassent. Nous, on était un peu, je dirais, elles sont plus intersectionnelles que nous. Voilà, le féminisme a gagné, c'est-à-dire que le féminisme ne considère plus seulement les questions de sexe, de genre, mais aussi les questions de classe sociale, les questions sur le fait d'être racisé ou pas. Et elles englobent tout ça. Donc, dans une pensée plus systémique qu'on ne l'était. Et ça, je trouve ça formidable. Plus ouverte sur le monde. Plus ouverte sur le monde, voilà. Et vous me dites comment ça se passe entre nous, mais ce qui est très, très agréable, c'est que il me semble que nos deux générations s'entendent à merveille. Il me semble que nos deux générations s'entendent à merveille. Moi, j'ai plein de jeunes trentenaires féministes, alors plutôt des artistes, parce que chacune se bat, on ne peut pas être sur tous les plans, mais j'ai beaucoup de jeunes artistes qui veulent témoigner de ce qui se passe, hein, et qui veulent me rencontrer, qui veulent peut-être collaborer. Enfin, vraiment, j'essaye vu le temps imparti, hein, c'est toujours compliqué, mais j'essaye vraiment de répondre présente à leurs appels, parce qu'il me semble qu'elles sont désireuses de notre apport, et moi je suis désireuse aussi de ce qu'elles nous amènent, et j'essaye vraiment de répondre présente, soit en lisant les choses qu'elles écrivent, soit voilà, vraiment je fais ce que je peux dans ce sens-là. Il y a une grande sororité intergénérationnelle qui est magnifique. Marina, vous nous avez dit tout à l'heure, vous aviez une fille de 20 ans. Presque. Elle va les avoir. 19 oui. Peut-être. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle pense de sa maman? Quelle image elle vous renvoie de vous? Ah, c'est difficile de parler pour elle. On a une très très belle relation. On s'entend très bien. Je l'amuse beaucoup avec tout ça. Elle est très différente de moi. C'est pas du tout une artiste. Elle veut être chercheuse en sciences cognitives. Elle veut travailler sur la créativité. Comment ça marche dans le cerveau, la créativité. Elle est passionnante, elle est équilibrée, elle a la tête sur les épaules, elle est intelligente, elle est en prépa, elle va tenter les concours. Elle est très intelligente, très douée, très... Donc la maman est très fière, a raison. Oui, fière, très, très heureuse de la voir s'épanouir. Oui. De la voir s'épanouir comme elle le fait. Et je crois que je lui plais, je crois que je l'amuse, je crois qu'on vit bien ensemble. En tout cas, vous rayonnez dès lors que vous en parlez. Donc j'imagine que la relation doit être rayonnante. Oui, c'est fort, on s'est rencontrés. Comment peut-on vous aider? Écoutez, la première chose, c'est de relayer notre manifeste. On ne l'a pas encore remis, on souhaite le remettre à nos ministres de tutelle, au ministre de la Culture et aussi à Marlène Schiappa. On ne l'a pas encore fait, on est en attente d'un rendez-vous. Ce dont on a besoin, si jamais quelqu'un... alors pour tout le monde peut signer ce manifeste, hein, qu'on trouve manifeste à Tunnel des 50 sur change.org. Mais là, nous, on en est depuis 2 ans, on se bat, on frappe aux portes et on n'arrive pas. Donc, je lance à chaque fois un appel. Nous, on demande une étude genrée. Nous sommes la seule profession où il n'y a pas encore d'études genrées. Alors à chaque fois, on nous dit « mais si, regardez là ». Non, on est mélangé avec les castings. « Mais si, regardez là ». Mais non, c'est l'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est la France. Voilà, on demande une étude genrée par âge. On a eu plusieurs rencontres avec Agnès Salle, au ministère de la Culture. On a eu plusieurs rencontres avec le CNC. Voilà, chacun se renvoie la balle. Donc, pour le moment, on n'y arrive pas. Et nous, ce qu'on demande, si quelqu'un a le pouvoir de nous aider et de faire cette étude, de faire que cette étude soit faite, parce qu'il faut des chiffres, et que tant qu'il n'y a pas les chiffres officiels, on ne pourra pas avancer. Parce que l'idée, quand même, pour que ça bouge, c'est de mettre un bonus financier sur les films. Hein, c'est-à-dire, comme ils en parlent aux États-Unis, hein, un bonus financier pour les films qui représenteraient, si le film se passe bien sûr à notre époque, mais et en France, qui représenterait notre société dans sa réalité démographique, ethnique, racisée, et aussi de l'âge. Alors, quand vous dites bonus, pour aller jusqu'au bout de l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est de même qu'il y a en ce moment un bonus financier s'il y a une parité technicien-technicienne, il y aurait un bonus financier, hein, je parle de bonus financier, parce qu'on ne peut fonctionner que comme ça, en apportant une subvention au film qui ferait cet effort-là. Parce qu'il s'agit d'un effort au départ pour changer nos mécanismes. Hein. Il s'agit d'une volonté. Donc voilà, en mettant un bonus financier, ça peut propulser cet effort, l'encourager.
Voilà. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de cette étude genrée. Et là-dessus, on a du mal, ça passe pas, ça se renvoie la balle entre le CNC, le ministère de la Culture, et on attend vraiment que ça s'enclenche. Alors, à bon entendeur, on ne va pas dire salut, mais signature. Voilà. Avant de vous quitter, vous avez parlé beaucoup du collectif, Oui. sauf que à partir du mois de janvier 2020 et jusqu'en avril, vous êtes seul en scène. Vous nous parlez un petit peu de ce spectacle ? Oui, absolument. Alors, donc j'écris un seul en scène. C'est le 3e spectacle que j'écris comme ça, qui sont des spectacles autofictionnels, je dirais. Ça s'appelle La Lune en plein jour. Ça va être au Théâtre de la Huchette, du 13 janvier au 6 avril, tous les lundis, à 20h. La mise en scène est de Anouche Settebon. Et c'est un spectacle où je parle de ma vie, de choses... J'ai pris des moments particuliers de ma vie que j'ai vécu d'une manière très aiguë, comme un accident de camion. Je me suis fait écraser par un camion, donc j'ai été dans le grand tunnel gris, j'ai rencontré la grande lumière blanche, j'ai parlé à Dieu, je suis revenue dans mon corps et sur terre. Je parle de l'exil d'Argentine, dont je suis partie quand j'étais petite, et de la dichotomie profonde, de la fissure en soi profonde que cela crée, comment on fait, parce qu'il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps ensuite pour recréer du lien à l'intérieur de soi, pour ressouder les morceaux épars. Ça prend du temps, ça demande de l'âge, encore une fois. Et je témoigne de ça à partir d'une histoire où ma fille, justement, quand elle était petite, me demandait toujours que je raconte l'histoire de notre lignée de femmes. Et donc je lui racontais, depuis son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère. Et un jour, cette histoire que je racontais toujours, c'était devenu comme une ritournelle. Et un jour, elle me dit « Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Et moi, maman, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc voilà, ça a été le départ de cette écriture, parce qu'à partir du moment où elle se met à la proue de s'aligner, ça m'oblige à avoir trouvé réponse moi-même. Ça active la nécessité de trouver ma réponse. Et donc je raconte ça, parce que je crois que quand on vit des choses si particulières, on découvre une parcelle d'humanité, et qu'il est de notre devoir de le transmettre aux autres, toujours dans le sens d'aider les autres à tenir debout, de témoigner de cet élan de vie et de la résilience toujours possible. Alors c'est bien de vie dont il s'agit depuis le début de votre histoire, hein, vous nous l'avez dit, du sens de la vie, des histoires à raconter. Votre pièce est un hymne à la vie. Moi, je vous souhaite de bien poursuivre le chemin, et en tout cas, avec plein de reconnaissance et puis de positivité dans votre combat. Merci beaucoup, Marina. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le premier épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.